pendant que mon fils se battait pour sa vie en soins intensifs, ma propre famille a vidé 850 000 € de mon compte. Mon beau-frère a souri et a dit, nous en avions plus besoin que toi. J'avais à peine le souffle coupé, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Bonjour, je suis le parent d'un garçon de 8 ans qui lutte pour sa vie en soins intensifs. Avant de plonger. Dites-moi, à quelle heure écoutez-vous ceci? Et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Je vous promets que vous voudrez savoir comment cela se termine. Je suis assis dans cette chaise en plastique dure devant les soins intensifs depuis des heures, fixant le sol comme s'il pouvait m'offrir une réponse. L'odeur d'antiseptique flotte dans l'air. Les bips constants des machines derrière la porte fermée marquent le temps d'une manière qui me fait mal à la poitrine. Mon fils Émile est là-dedans. Il n'a que 8 ans et est branché à plus de tubes que je ne peux en compter. Je suis un père célibataire de 39 ans qui dirige sa propre petite entreprise de design. Mais en ce moment, rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui me préoccupe, c'est qu'Émile continue de respirer, continue de se battre. Ces 2 dernières semaines ont été un tourbillon de nuits blanches et de prières murmurées. Chaque euro que j'ai économisé au cours de la dernière décennie, chaque nuit tardive. Chaque client pour lequel je me suis plié en 4, c'était pour Émile. Je me suis dit que c'était notre filet de sécurité. Je pensais que peu importe ce que la vie nous réservait d'autre, nous serions au moins financièrement à l'abri. Cette conviction était la seule chose qui me tenait debout pendant que je faisais les 100 pas dans ce couloir. À un moment donné, j'ai sorti mon téléphone. Je ne me souviens même pas pourquoi. Habitude peut-être. Peut-être que je voulais vérifier mon solde pour me rassurer qu'au moment où l'hôpital présenterait la prochaine facture, je pourrais y faire face. L'application s'est ouverte. J'ai cligné des yeux une fois, puis 2. Mon estomac s'est serré. Mon compte courant 0 €. Épargne 0 €. Compte professionnel aussi 0 €. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était une erreur. J'ai actualisé. J'ai essayé une autre carte. Même chose. Mes mains ont commencé à trembler. Les murs semblaient se refermer sur moi. Mon pouls était si fort dans mes oreilles que je n'ai presque pas entendu l'infirmière appeler un nom dans le couloir. Je me suis forcé à composer le numéro de la banque. Peinant à garder ma voix stable lorsque je leur ai donné mes informations. La femme à l'autre bout du fil semblait si calme, comme si elle ne m'annonçait pas que toute ma vie venait d'être effacée. Oui, monsieur. Je vois plusieurs virements pendant la nuit. Ils ont été autorisés à partir d'un appareil reconnu lié à votre compte. Non, dis-je, la voix craquelante. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas. Je comprends que ce soit difficile, a-t-elle interrompu, sont-on soigneusement mesurés. Mais les questions de sécurité ont été répondues correctement. Les virements ont été effectués entre 23h40 et 4h du matin. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Quelqu'un s'était introduit dans mes comptes. Quelqu'un qui connaissait mes informations et avait tout pris. J'ai raccroché sans même dire au revoir, mes mains si tremblantes que j'ai failli lâcher le téléphone. Au moment où j'ai quitté l'hôpital, le ciel s'était assombri, l'air frais de la nuit de Lyon mord dans ma peau. J'ai conduit en mode automatique. Mon esprit en tempête de disbelief et de terreur jusqu'à ce que la maison du lac de Nantois apparaisse. Cet endroit était censé être un refuge. Un endroit où ma famille se réunissait pour des barbecues et des week-ends d'été. Ce soir, cela ressemblait à un territoire ennemi. Je n'ai pas frappé. J'ai poussé la porte et je suis entré. Mes pas résonnant sur le vieux parquet. Les rires venant du salon se sont immédiatement tus. Gérard était étalé sur le canapé, un verre de whisky pendant à sa main comme s'il possédait l'endroit. Sophie était assise à côté de lui, ses yeux passant de moi au sol, son corps se recroquevillant. Où est-ce, ai-je exigé, ma voix plus dure que je ne le voulais. Les lèvres de Gérard se retroussèrent en ce petit sourire suffisant que je détestais depuis le jour où je l'ai rencontré. Eh bien, bonjour à toi aussi. Je fis un pas en avant. Mes poings serrés sur mes côtés. Ne joue pas avec moi. Mes comptes sont vides. Tous. Où est mon argent? Il se renversa en arrière, prenant une lente gorgée de sa boisson avant de répondre. Nous en avions plus besoin que toi. Les mots tombèrent comme une gifle. Mes oreilles ont bourdonné et pendant un moment, je n'ai même pas pu comprendre ce qu'il avait dit. Excusez-moi. Ai-je réussi à articuler?
Sophie a finalement parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ne fais pas de ça ton problème. J'ai ri, mais c'est sorti creux. Ne fais pas de ça mon problème. 850 000 €. Mon fils est aux soins intensifs et se bat pour sa vie, et vous m'avez vidé. Comment cela ne peut-il pas être à mon sujet? Gérard haussa les épaules comme si la conversation l'ennuyait. Tu vas t'en sortir. Tu t'en sors toujours. La rage qui mijotait en moi menaçait de déborder, mais je l'ai ravalée. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir craquer. Mon monde brûlait et ils étaient assis là dans leur petite bulle confortable, sirotant du whisky comme s'ils n'avaient pas tout détruit. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à stabiliser ma voix. Alors vous ne vous soucierez pas de ce qui va suivre. Ils échangèrent un regard, puis Gérard rit, un son court et dédaigneux. Sophie eut aussi un petit rire. Comme si j'étais une blague qu'ils avaient déjà entendue. Suffisant, intouchable. Mais alors, je l'ai vu. Juste une seconde, une fissure dans le masque de Gérard. Je suis retourné sur le porche. L'air de la nuit pressant contre moi comme un poids. Les rires de l'intérieur résonnaient encore dans mes oreilles, creux et acérés. Mon téléphone a vibré dans ma main et j'ai regardé l'écran. Un SMS de Sophie. Ne fais pas de ça ton problème. Nous avons tous des difficultés. Je l'ai relu 2 fois. Mon pouce planant au-dessus de l'écran comme si je pouvais effacer les mots par la seule volonté. Mon fils était allongé dans un lit d'hôpital, les machines le faisant respirer. Et elle avait l'audace de m'envoyer ça. Ma gorge s'est serrée. Pendant un moment, j'ai envisagé de partir, de m'éloigner et de les laisser à leur petite mascarade. Mais je savais ce que cela signifierait. Ils gagneraient. Ils me dépeindraient comme l'instable, le frère à la sœur amère qui ne pouvait pas gérer ses propres échecs. Je suis resté là à regarder la lumière des fenêtres et je me suis rappelé que cela ne les concernait pas. Cela concernait Émile. Toutes les heures que j'avais travaillé pour m'assurer que nous allions bien. Au moment où je suis rentré, la maison du lac de Nantois s'était transformée. Le chaos du salon était remplacé par le bourdonnement d'un dîner de famille. J'ai pénétré dans la salle à manger et j'ai eu l'impression d'être tombé dans la vie de quelqu'un d'autre. La table était mise pour 12, chaque assiette et chaque verre méticuleusement disposés. L'odeur de viande rôtie et d'herbe remplissait l'air, se mêlant à la faible odeur de vin cher. Tous les autres semblaient détendus, riant, échangeant des politesses comme si c'était une autre soirée ordinaire. Mais quand ils m'ont vu, la pièce a changé. Des regards se sont tournés vers moi. Puis se sont rapidement reportés sur leur conversation. Personne ne m'a offert de siège ni même reconnu mon retour. J'ai trouvé ma place au bout de la table, aussi loin que possible des rires. Niché dans l'ombre de la lumière de Gérard. Il était assis à la tête, son bras négligemment passé sur la chaise de Sophie, se prélassant dans l'attention comme s'il était l'hôte bienveillant. J'ai à peine goûté la nourriture. Ma fourchette raclait contre l'assiette en mouvement lent et délibéré alors que j'essayais de me concentrer sur autre chose que le sourire narquois en travers de la table. Mon esprit continuait de revenir à Émile, son visage pâle, le bip des moniteurs, puis au 0 sur mon écran bancaire. Je ne pouvais pas comprendre comment l'un d'eux pouvait manger si confortablement en sachant ce qu'ils avaient fait. À mi-chemin du repas, Gérard a décidé de parler. Vous savez, a-t-il dit, levant son verre comme pour livrer une profonde perspicacité. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour gérer l'argent. Sa voix portait à travers la pièce, dégoulinant de fausses sympathies. C'est vraiment triste. Quelques personnes ont ri nerveusement. Personne n'osait me regarder dans les yeux. Sophie fixait son assiette. Ses doigts tapotant légèrement sur le pied de son verre à vin. Aucune défense, aucune excuse, juste le silence. Mon estomac s'est retourné et j'ai posé ma fourchette. Je voulais crier. Exposer toute leur trahison à toute la pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis assis là à cataloguer chaque mot, chaque regard. Qu'ils pensent qu'ils m'ont humilié. Qu'ils pensent que j'ai été battu. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je les ai étudiés. Comment Gérard utilisait ces mots comme des armes. Suffisamment subtiles pour maintenir la dénégation plausible, mais assez tranchante pour blesser. Comment Sophie s'appuyait sur sa protection. Se cachant derrière sa cruauté comme si cela excusait sa complicité. Et comment tout le monde m'évitait complètement,
choisissant le confort de leur ignorance plutôt que l'inconfort de la vérité. Je suis resté silencieux. Mon silence n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie. Chaque insulte, chaque regard était du carburant. Ils m'avaient pris mon argent, ma dignité. Et avaient essayé de me dépouiller de ma valeur. Mais ils ne pouvaient pas me prendre ma détermination. Au moment où le dessert a été servi, je n'étais plus la même personne qui avait franchi cette porte. Je n'étais plus seulement la sœur en deuil ou la mère désespérée accrochée à l'espoir. J'étais quelqu'un qui avait été poussé au bord et avait décidé qu'elle n'allait pas tomber. Mais ils n'avaient pas fini de m'humilier. Loin de là. Je me suis attardé dans le couloir plus longtemps que je n'aurais dû, laissant leur voix se fondre dans le bourdonnement des grillons dehors. Les rires à cette table résonnaient encore dans ma tête, se heurtant à l'image d'Émile dans ce lit d'hôpital. Mes mains étaient froides. Mes doigts raides autour du téléphone que je n'avais pas réussi à lâcher depuis le SMS de Sophie. Après quelques respirations profondes, je me suis forcé à retourner dans la salle à manger. C'est là que je l'ai remarqué. Ma place avait été déplacée. J'étais au bout de la pièce auparavant. Mais maintenant j'étais pratiquement à côté de la porte de la cuisine dans un endroit où les serveurs me frôlaient avec des assiettes, un message clair que je ne méritais pas de m'asseoir parmi eux. Quelqu'un l'avait fait délibérément, et il voulait que je le remarque. Je suis resté là un moment, absorbant la scène d'un tableau parfait, les bougies brûlant doucement. Les verres en cristal captant la lumière, et à l'autre bout, Gérard se penchait en arrière sur sa chaise, complètement à l'aise. Il n'a même pas levé les yeux vers moi. Chaque raclement d'une fourchette sur de la porcelaine, chaque gloussement étouffé à l'autre bout semblait chorégraphié. Je ne me suis jamais senti aussi visible et invisible à la fois. Il n'avait pas besoin de crier ou de pointer du doigt. C'était plus blessant que n'importe quelle dispute criarde. C'était une humiliation silencieuse et calculée qui me disait exactement où je me situais, à l'écart d'eux. J'ai glissé dans ma nouvelle place sans un mot. La chaise craquant tandis que je la rapprochais. Mes mains me démangeaient de saisir mon sac et de partir, mais je suis resté. Peut-être était-ce de la fierté. Peut-être était-ce parce que je savais que partir serait exactement ce qu'il voulait. Puis je l'ai vu. Un éclat familier a attiré mon regard, reflétant la faible lumière du lustre. Gérard a levé le bras en faisant un geste à quelqu'un de l'autre côté de la table. Et là, à son poignet. La montre de mon père. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. La montre Omega n'était pas juste un accessoire. C'était celle de mon père. Celle qu'il portait à chaque occasion significative, celle qu'il m'avait donnée 2 jours avant son décès. Je pouvais encore l'entendre dire, ça reste avec toi. C'est une partie de toi maintenant. Et la voilà, sur Gérard. J'ai serré la serviette dans ma main si fort que le tissu s'est tordu dans mes doigts. Il a tapoté le cadran de la montre en riant à quelque chose que disait un de mes oncles. Comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, comme s'il voulait que je le voie. À travers le brouillard des conversations et des tintements de verre, mon pouls rugissait dans mes oreilles. J'ai revécu ce moment à l'hôpital lorsque la main de mon père, frêle et fraîche, m'avait pressé cette montre dans la mienne. Comment Gérard pouvait-il l'avoir maintenant? Le dîner s'est traîné dans un brouillard. Je n'ai pas goûté la nourriture. J'entendais à peine les petites conversations. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer. C'était cette montre et la douleur sourde et suffocante dans ma poitrine. Quand le dessert a été servi, je me suis levé brusquement, marmonnant quelque chose à propos de vouloir prendre l'air. Mes pieds m'ont porté vers le couloir où le bourdonnement des voix s'est atténué. Je n'ai pas attendu longtemps. Sophie est sortie quelques minutes plus tard. Ses talons claquant doucement sur le parquet. Pourquoi a-t-il la montre de papa? Ma voix était basse, mais elle est sortie plus vive que je ne le voulais. Elle s'est arrêtée en plein milieu du pas, mais ne s'est pas tournée pour me faire face. Ce n'est qu'une montre, a-t-elle dit calmement. Trop rapidement. Non, ai-je dit, m'approchant. Ne fais pas ça. Papa me l'a donnée. Il m'a dit que c'était à moi. Alors dis-moi pourquoi ton mari la porte comme un trophée. Elle a jeté un coup d'œil en arrière, son expression illisible. Tu rends toujours les choses si difficiles, a-t-elle murmuré. C'est juste partager l'héritage familial. Tu dois laisser les choses aller. Laisser tomber. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge. D'abord l'argent et maintenant ça. Tu t'entends? Elle a serré ses bras autour d'elle,
soudain petite. Comme si elle se retirait dans son ombre même quand il n'était pas là. S'il te plaît, ne commence rien ce soir. Pas ici. Ces mots n'étaient pas une défense. C'était un rejet. Une supplique pour que je me taise afin que tout le monde puisse maintenir son illusion d'harmonie. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Je suis retourné dans la chambre d'amis. Celle qu'il m'avait attribuée dans le coin le plus éloigné de la maison, et je me suis assis sur le bord du lit. Mes mains tremblaient encore. Mais maintenant, ce n'était plus de choc. C'était de la rage mijotant sous la surface. Mon père était parti, mes économies étaient volées. Et ma propre sœur avait choisi de rester à l'écart pendant que son mari se pavanait avec quelque chose qui n'était jamais à lui. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond pendant ce qui m'a semblé des heures. J'ai pensé à Émile, à mon père, à la facilité avec laquelle il m'avait effacé de tout ce qui avait de l'importance. Et je me suis fait une promesse. Je ne les laisserai pas m'effacer. Ni comme fille, ni comme mère, ni comme quoi que ce soit. Mais la montre n'était pas la seule chose qu'il m'avait volée. Je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le poignet de Gérard avec la montre de mon père brillant comme un défi. Le visage soigneusement vide de Sophie quand je l'ai confronté. La façon dont il m'avait fait sentir que je n'appartenais pas à une maison construite par mon père. Je suis resté allongé là à fixer le plafond, ayant l'impression que les murs de cette chambre d'amis se refermaient sur moi. Vers minuit, j'ai abandonné. La maison était silencieuse. À l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur quelque part au loin. Je me suis levé et j'ai marché pieds nus dans le couloir, faisant attention à ne pas faire craquer le vieux bois. J'avais passé d'innombrables fêtes dans cet endroit, des Noëls en pyjama, des barbecues d'été avec mon père sur le porche. Mais maintenant, ces souvenirs semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvé à errer vers le bureau. Mon père y gardait toujours ses papiers les plus importants. Même après son décès. Sophie insistait pour que la pièce reste telle qu'elle. Mais quelque chose, ce soir, semblait altéré. Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur familière de vieux cuir et de poussière m'a frappé. Mais la pièce n'avait pas l'air comme d'habitude. Les tiroirs du bureau n'étaient pas aussi rangés que je m'en souvenais. Des dossiers qui auraient dû être alignés parfaitement étaient légèrement entr'ouverts, certains empilés maladroitement. J'ai allumé la petite lampe de bureau. Sa lumière jaune faisant danser les ombres sur les murs, et j'ai commencé à sortir les choses. C'était d'abord sans but, à la recherche de ce que je ne savais pas. Mais alors que mes doigts effleuraient le bord d'une grande enveloppe glissée sous quelques documents fiscaux, j'ai senti mon pouce accélérer. Mon nom était dessus. Écrit de la main indubitable de mon père. Je l'ai ouverte, mes doigts tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvaient des documents successoraux, des documents mis à jour. Au début, j'ai pensé que mon cerveau fatigué les lisait mal, mais non, les mots étaient clairs, les dates de notariat me fixant comme une accusation. Le testament original de mon père garantissait que je recevais une part de la maison du lac de Nantois ainsi qu'une partie de ses actifs commerciaux. Il me l'avait dit lui-même. Mais ces papiers m'ont dépouillé de presque tout. Des biens clés, des actifs liquides, même des parties de l'entreprise familiale. Discrètement réattribués, tout au nom de Sophie et Gérard. Ma gorge s'est serrée et j'ai dû m'asseoir avant que mes genoux ne fléchissent. J'ai lu chaque page, mon cœur battant plus fort à chaque ligne. Les dates étaient plusieurs mois après l'enterrement de mon père. Ça n'avait pas de sens. Il ne pouvait pas avoir signé ça. Il était parti. La prise de conscience s'est enfoncée comme une pierre dans l'eau. Ils ne m'avaient pas seulement pris mes économies. Ils avaient pris mon héritage. Ils avaient falsifié la seule chose que mon père avait laissée pour s'assurer que j'allais bien. Je voulais hurler, les réveiller et exiger des réponses, mais la maison était silencieuse. Et dans ce silence, j'ai senti autre chose s'installer en moi. La fureur, oui, mais aussi la clarté. Ils pensaient que je ne trouverais pas ça. Ils pensaient que je ne me battrais pas. Je me suis assis là pendant ce qui m'a semblé des heures, les papiers étalés sur le bureau, mes doigts traçant la signature de mon père. Vrai ou falsifié, je ne le savais pas encore. Ma poitrine me faisait mal, mais mon esprit était vif, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Ils ont tout pris, ai-je murmuré, ma voix à peine audible dans la lourde quiétude. Mais ils ne me connaissent pas aussi bien qu'ils le pensent.
J'ai rassemblé les documents soigneusement, les repliant dans l'enveloppe. En éteignant la lampe et en retournant dans le couloir sombre. J'ai senti un changement en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait d'effacer, de réécrivant l'histoire de ma famille sans moi. Et il n'allait pas s'en tirer comme ça. Et puis, comme pour me meurtrir davantage, Gérard a fait son coup le plus audacieux à ce jour. Le matin est arrivé, lourd et gris, comme si le temps lui-même comprenait ce qui m'attendait. J'ai à peine dormi. Au moment où je suis entré dans le salon, Gérard avait déjà mis en scène sa scène. Des parents que je n'avais pas vus depuis des mois étaient rassemblés sur les canapés. Certains perchaient maladroitement sur les accoudoirs. Gérard se tenait au milieu comme un maître de cérémonie, une enveloppe en manille à la main, le même sourire suffisant sur sa bouche. « Content que tu sois là », a-t-il dit, la voix sirupeuse et assez forte pour que tout le monde l'entende. Nous allions clarifier les choses. Mon estomac a hoché la tête. Je n'aimais pas son ton. Je n'aimais pas la façon dont Sophie se tenait derrière lui, les bras croisés, le regard fixé sur la moquette comme si elle voulait disparaître. Il a ouvert l'enveloppe avec une lenteur théâtrale. Comme un homme sur le point de dévoiler une grande vérité. « Tu dis que j'ai pris ton argent », a-t-il dit, en me regardant. Mais voilà le truc. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Il a brandi un document, le retournant vers la pièce. « Vous devriez tous savoir », a-t-il annoncé. Elle m'a volontairement confié 850 000 euros. C'était un prêt pour un investissement familial. Mon cœur a martelé contre mes côtes. Il s'est dirigé vers moi, agitant les papiers. « Ta signature est juste ici. » Et là, c'était là, mon nom. Mon écriture, ou ce qui pouvait passer pour cela. Assez parfait pour me faire presque croire que je l'avais signé pendant une nuit oubliée, privée de sommeil. Des halètements ont rempli la pièce. Quelques tantes se sont penchées pour mieux voir. Un de mes cousins a murmuré quelque chose sur le fait que cela avait du sens maintenant. « Vous voyez », a dit Gérard. Sa voix dégoulinant de fausse bienveillance. « Tu me fais passer pour un voleur, mais je n'ai fait que garder ce que tu m'as donné pour nous. » Pour nous ? Comme si cela avait jamais été pour quelqu'un d'autre que lui. Mes genoux se sont affaiblis. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Comment pouvais-je argumenter avec du papier qui disait le contraire ? Comment pouvais-je me défendre quand ma propre famille me regardait déjà comme si j'avais perdu la tête ? J'ai parcouru la pièce. Cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour me soutenir. Sophie n'a pas voulu me regarder dans les yeux. Elle fixait juste le sol comme une enfant prise en flagrant délit de mensonge. Et cela m'a dit tout ce que je devais savoir. « Tu as falsifié ça », ai-je réussi à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure. Gérard a gloussé, un son sec et dédaigneux. « Bien sûr, tu dirais ça. C'est ce que font les gens quand ils regrettent leur décision. Ils réécrivent l'histoire. » La pièce a rétréci autour de moi. Je pouvais sentir leur jugement comme un poids pressant sur ma poitrine. Quelques parents ont échangé des regards méfiants, et je savais ce qu'ils pensaient. Peut-être qu'elle est vraiment instable. Peut-être que Gérard dit la vérité. J'ai eu envie de hurler. De leur arracher les papiers des mains et de les mettre en feu, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'est serrée autour des mots. Je me suis senti petit, muet. Au moment où j'ai quitté cette maison, je ne me souvenais même pas avoir dit au revoir. Des heures plus tard, j'étais dans ma voiture, garée devant les soins intensifs. Je ne me souviens pas de la route. Je me souviens juste regarder le tableau de bord, engourdi. Mon fils était à l'intérieur, toujours en train de se battre pour sa vie. Des tubes et des machines faisant ce que son petit corps ne pouvait pas. Et me voilà, dépouillé de tout, mon argent, ma dignité, même ma place dans l'histoire de ma propre famille. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Assez longtemps pour que mes larmes sèchent sur mes joues, pour que ma respiration ralentisse jusqu'à ce rythme creux de défaite. Mon regard s'est porté sur le siège passager. L'ours bleu d'Émile était affalé là, sa fourrure usée par des années de câlins nocturnes. Je l'ai ramassé, le serrant contre ma poitrine. Et dans ce poids petit et familier, j'ai senti ma détermination se rallumer. Si j'abandonne, ai-je murmuré à personne. Qu'est-ce que ça fait de moi pour lui ? Je ne pouvais pas les laisser gagner. Pas comme ça.
Et puis une seule voix inattendue m'a donné le premier rayon d'espoir. Cette voix est arrivée juste au moment où j'avais arrêté d'attendre quelque chose de bien. C'était tard le soir. La salle d'attente des soins intensifs baignait dans cette lumière fluorescente étrange avec le bourdonnement constant des machines quelque part au-delà des doubles portes. J'étais assis là depuis des heures, la tête dans les mains, engourdi partout, les faux papiers de Gérard, le silence de ma famille. Le petit corps fragile d'Émile se battant derrière une porte fermée. Le temps dans cet endroit ne bougeait pas. Il pesait sur vous comme un poids, sourd et implacable. Mon esprit ne pouvait pas lâcher le visage de Gérard. Ce sourire narquois, ces signatures falsifiées qui semblaient si réelles que j'aurais presque pu y croire moi-même. Je continuais de rejouer la scène dans le salon encore et encore, chaque fois pensant à une réplique plus cinglante, un moyen de leur faire entendre. Mais chaque réponse imaginée tombait à plat. Parce que dans le monde réel, il était parti avec la sympathie de tout le monde et ma vie entre ses mains. Je n'ai pas remarqué Manon jusqu'à ce qu'elle soit assise juste à côté de moi. « Salut » a-t-elle dit doucement, comme si elle n'était pas sûre que je voudrais même entendre sa voix. J'ai cligné des yeux vers elle, désorienté. Manon était ma cousine. Celle qui restait toujours à l'écart des drames familiaux, celle qui souriait pendant les fêtes et évitait tout ce qui ressemblait à un conflit. Elle n'était pas censée être là. Je ne pouvais pas juste m'asseoir là-dessus, a-t-elle dit rapidement, ses yeux se dirigeant vers le couloir comme pour s'assurer que personne d'autre ne la suivait. Je devais te dire ce que je sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma voix est sortie comme si je n'avais pas parlé depuis des jours. Elle a tortillé ses mains sur ses genoux. Gérard? Il aime boire tard la nuit. Généralement du whisky, et quand il le fait, il parle trop. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Manon, ai-je dit prudemment. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Elle a pris une profonde inspiration. Je l'ai entendu se vanter de toi. De l'argent. Mon pouce est accéléré. Se vanter de quoi exactement? Elle s'est penchée plus près, baissant la voix en un murmure. Il a dit qu'il avait vidé tes comptes. Dit qu'il avait falsifié les papiers pour que personne ne te croie jamais. Il en a ri. A dit que tu lui avais donné la corde pour te pendre. Ces mots, pas les miens. La pièce a basculé une seconde. J'ai agrippé le bord de ma chaise, essayant de me stabiliser. Et Manon a ajouté. En sortant son téléphone avec des mains tremblantes. J'en ai enregistré une partie. Je ne savais pas quoi en faire, mais je ne pouvais plus rester silencieuse. Elle m'a fait glisser le téléphone. Mes doigts semblaient maladroits alors que j'appuyais sur play. C'était là. Sa voix, ce ton paresseux et arrogant. Elle est trop naïve pour se défendre. Elle a tout signé comme une gentille petite marque. Il riait comme si ruiner ma vie était une sorte de sport. C'était lui. Sans aucun doute. J'ai regardé le téléphone pendant un long moment avant de regarder Manon. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ses yeux se sont remplis de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Parce que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt et parce que tu as besoin d'aide. Je connais quelqu'un qui peut te l'apporter. Un vieil ami de l'université, David. C'est un enquêteur juridique. Il s'occupe de gens comme Gérard pour vivre. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti l'air remplir mes poumons pleinement. Une voie à suivre. Manon a dû le voir sur mon visage parce qu'elle m'a touché légèrement le bras. Tu n'as pas à faire ça toute seule. Cette seule phrase m'a touché plus durement que les mensonges de Gérard ne l'avaient jamais fait. Je n'étais pas seul. Au moment où nous avons quitté l'hôpital pour un restaurant tardif. La lourdeur s'était déplacée. Elle était toujours là, bien sûr, mais en dessous, un nouveau courant coulait. L'espoir prudent, la détermination. Nous nous sommes assis dans une cabine tranquille. Buvant du mauvais café pendant que Manon expliquait ce que David pouvait faire, rassembler des preuves, retracer les pistes financières. Faire imploser tous ses investissements familiaux dans un tribunal où Gérard ne pourrait pas se sortir de la vérité avec son sourire narquois. J'ai serré la tasse chaude dans mes mains. Fixant la vapeur qui s'en dégageait. J'en ai fini d'être leur bouc émissaire, ai-je dit, plus à moi-même qu'à elle. Si Gérard veut une guerre, il en aura une. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé, je le pensais vraiment. La première étape, rassembler suffisamment de preuves pour faire s'effondrer leur empire. Cela a commencé par un choix. Arrêter de survivre et commencer à se battre.
En m'asseyant à nouveau au chevet d'Émile, sentant ses petits doigts s'enrouler autour des miens. Je savais que je ne pouvais pas me permettre un jour de plus de paralysie. Ses joues avaient plus de couleur qu'avant. Ce petit changement a allumé quelque chose en moi. Le chagrin m'avait aiguisé. La colère m'avait donné un but. Il m'avait pris mon argent, mon nom de famille, même l'héritage de mon père. Mais il n'allait pas lui prendre l'avenir de mon fils. Manon a tenu sa promesse. 2 jours plus tard, elle m'a conduit dans un espace de coworking au centre-ville, une pièce élégante avec des murs de verre et des imprimantes bourdonnantes. C'est là que j'ai rencontré David. Il était tout ce que Gérard n'était pas: concentré, efficace, sans temps pour la théâtralité. Il m'a serré la main fermement. Ses yeux sombres m'étudiant comme s'il faisait déjà l'inventaire de mon cas. Manon m'a mis au courant, a-t-il dit, sa voix ferme. Nous pouvons le coincer. Mais nous avons besoin de preuves irréfutables. Papier numérique, et idéalement ses propres mots. C'est comme ça qu'on gagne. Pour la première fois depuis des semaines. J'ai entendu quelqu'un parler de gagner, pas de survivre. Il a exposé le plan. Récupérer un enregistrement complet des connexions et des transactions liées à mes comptes volés. Obtenir des copies des documents successoraux modifiés, si j'en avais le courage, filmer Gérard en train de se vanter. Il va craquer, m'a assuré David. Les gens comme lui le font toujours. Au cours des plusieurs jours suivants, j'ai vécu entre les soins intensifs, mon appartement et le bureau de David. C'est devenu une routine. Des matins avec Émile, des après-midi avec David. Des nuits à rester éveillé à relier les points. Regarder David travailler était sa propre forme d'éducation. Il a fouillé mon ordinateur portable, les sauvegardes de mon téléphone. Même les comptes cloud auxquels je n'avais pas accédé depuis des mois. Un après-midi, il m'a appelé. Regarde ça. Sur son écran se trouvait un journal. Des dizaines de connexions non autorisées à mes comptes, toutes dans une fenêtre étroite. Celles-ci ont été effectuées depuis vos appareils, a-t-il dit, en pointant les horodatage. Sauf que ce n'était pas vous qui vous connectiez. Vous voyez les adresses IP? Elles correspondent à la maison de Gérard et à la maison du lac de Nantois. Il n'a même pas pris la peine de couvrir ses traces. J'ai fixé l'écran, une partie de moi furieuse de son arrogance, une autre partie reconnaissante pour cela. Chaque clic qu'il faisait. Chaque fichier qu'il sortait assemblait l'histoire de la façon dont Gérard m'avait saigné à blanc. Mais David n'avait pas fini. Maintenant pour le testament, a-t-il dit. J'ai avalé difficilement. Ce mot me faisait encore mal comme une blessure fraîche. Il a expliqué comment nous allions installer une caméra à la maison du lac de Nantois. Tu organises une visite, m'a-t-il dit. Fais comme si tu laissais tomber, mets-le à l'aise, et laisse le whisky faire le reste. Alors, je l'ai fait. Une semaine plus tard, j'ai repris la route vers cet endroit. Souriant quand je voulais crier, faisant semblant d'accepter les excuses superficielles de Sophie, laissant Gérard croire que j'avais été brisé par la soumission. J'ai caché la caméra où David me l'avait dit, chaque pas répété dans ma tête jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. 2 jours plus tard. Nous étions assis dans ce bureau au mur de verre à regarder la vidéo ensemble. Il y avait Gérard, se penchant en arrière sur sa chaise, un verre à la main. Sa voix dégoulinant de satisfaction de soi. Nous avons réécrit l'histoire, a-t-il dit à son cousin. Le testament, les actifs, tout. Enfin, j'ai mis cet héritage entre les bonnes mains. Les bonnes mains. David a mis la vidéo en pause et m'a regardé. C'est ça. C'est votre clou dans le cercueil. Je suis resté silencieux un moment, laissant cela s'installer. Il n'était pas seulement imprudent. Il était fier. Fier d'avoir vidé les dernières volontés de mon père. Fier de m'avoir détruit. Mon pouls s'est stabilisé. Ma voix, quand elle est venue, était froide et claire. Ils voulaient la guerre en silence. Je leur donnerai justice au grand jour. Et bientôt, toute la famille regarderait l'empire de Gérard brûler. L'invitation est partie 3 jours avant, écrite dans mon ton le plus neutre. Nous devons mettre fin à ces querelles. Rencontrons-nous tous à la maison du lac de Nantois. J'ai fait semblant de vouloir la paix, comme si j'étais enfin prête à enterrer la hache. C'était une performance, et je l'ai jouée à merveille. Au moment où je suis arrivé cet après-midi-là, la maison bourdonnait du faible murmure de conversations inquiètes.
Des voitures bordaient l'allée de gravier, et à l'intérieur, des tantes et des cousins se mélangeaient. Leurs voix étouffaient mais impatientes. Sophie se tenait près du comptoir de la cuisine, tordant une serviette dans ses mains, et évitant mes yeux. Gérard, bien sûr, était au centre de tout. Un whisky à la main, détendu, souriant comme un homme sur le point de savourer un tour de victoire. Enfin décidé à parler comme des adultes, a-t-il dit quand je suis entré dans le salon. Son ton était doux, mais dégouliné de condescendance. J'ai ignoré l'appât. Asseyons-nous. La famille s'est rassemblée dans la pièce principale, remplissant les longs canapés et les chaises. Certains debout le long des murs. J'ai pris le fauteuil unique en face de Gérard, le poids des regards de tout le monde pesant sur moi, mais je suis resté ferme. Ce n'est pas facile. Ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. Mais nous devons parler de ce qui m'a été fait, de l'héritage de mon père, de mon fils. Gérard a gloussé. Oh, encore ça. Tu dois vraiment laisser tomber. Nous avons tous traversé des moments difficiles. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'ordinateur portable que j'avais posé sur la table basse. La pièce s'est figée à la vue de cela. Avant de me rejeter, ai-je dit, vous devriez écouter ça. J'ai appuyé sur play. La propre voix de Gérard a rempli la pièce, ivre, audacieuse et accablante. Nous avons réécrit l'histoire. A-t-il dit à son cousin. Le testament, les actifs, tout, enfin, cet héritage entre les bonnes mains. Des halètements ont parcouru la pièce. Quelques tantes ont échangé des regards horrifiés. Un oncle a marmonné une malédiction à voix basse. Sophie est devenue pâle, sa serviette serrée si fort que je pensais qu'elle allait se déchirer. Toi, Gérard a commencé, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. La voix de David est venue ensuite, nette et mesurée par le haut-parleur. J'ai mené une analyse médico-légale des registres financiers, a-t-il dit. Chaque transfert non autorisé remonte aux appareils et aux adresses IP de Gérard. Nous avons également retracé les eurodatages de connexion à vos comptes cloud. Tous survenus aux premières heures alors que vous étiez documentés ailleurs. Je me suis tourné vers Gérard. Tu as dit que je t'avais donné cet argent en prêt. Dis-leur pourquoi tu te connectais à mes comptes à 3 heures du matin. Dis-leur pourquoi le testament de mon père, qui m'assurait ma part de cette maison, a été réécrit en ta faveur après sa mort. Il s'est levé d'un bond, le visage rouge, sa bouche bougeant plus vite que son cerveau. Tu déformes les choses. Tu as toujours été dérangé. Ils le savent tous. Mais personne ne s'est précipité pour être d'accord avec lui. Les tantes regardaient leurs genoux. Mes oncles ne le regardaient pas. Même les épaules de Sophie s'affaissèrent comme si elle avait finalement abandonné à soutenir ses mensonges. Tu as volé assez, ai-je dit, me levant. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Le moment était presque cinématographique. La porte d'entrée a éclaté avec un bruit sourd, et des officiers non formés ont fait irruption, ferme et délibérée. Gérard Duval a appelé l'officier principal. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol et falsification d'identité. Nous avons un mandat. Le chaos a éclaté. Des parents se sont levés. Certains ont crié. D'autres ont pleuré. L'arrogance de Gérard a craqué, remplacée par une sorte de bafouillage frénétique alors qu'il essayait de parler par-dessus l'officier lisant ses droits. Les sanglots de Sophie ont traversé le bruit alors qu'elle se couvrait le visage des mains. Les menottes se sont refermées autour de ses poignets. Pour la première fois depuis des mois. J'ai senti mes poumons se dilater pleinement. Il m'a lancé un regard noir alors qu'il l'emmenait, la voix tremblante. Tu crois que c'est fini? Tu crois? Mais le reste de ces menaces a été noyé par le claquement de la porte. Le silence a rempli la pièce. Sophie m'a finalement regardé. Vraiment regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. De la gratitude peut-être, ou de la honte. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Le temps des mots était passé. J'ai tourné mon regard vers le reste de la famille, leur visage un mélange de choc et de soulagement. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ai-je dit doucement. C'était pour mon père, pour Émile. Pour chacun d'entre vous qui avez laissé cet homme prendre ce qu'il voulait parce que vous aviez trop peur de le dénoncer. Personne n'a parlé. Je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Alors que je sortais de cette maison,
laissant le silence stupéfait derrière moi, une pensée résonnait dans ma tête comme une cloche. L'empire de Gérard avait enfin commencé à s'effriter. Mais la justice au tribunal ne serait rien comparée à la guérison qui allait suivre. Les semaines suivant l'intervention sont passées comme à travers l'eau, lentes, lourdes, mais stables. L'empire de Gérard s'est effiloché morceau par morceau. Son arrogance avait été remplacée par le silence, sa persona intouchable démantelée par des menottes et des dates de procès. J'ai passé ces semaines enterré sous la paperasse, travaillant avec David, rendant visite à Émile, et essayant de me souvenir à quoi ressemblait la normalité. Puis, un jeudi soir pluvieux, on a frappé à ma porte d'appartement. Je l'ai ouverte pour trouver Sophie debout là. Pas la Sophie que j'avais connue pendant des années. Parfaitement composée, cinglante dans l'ombre de Gérard, mais une version dépouillée d'elle-même. Pas de maquillage. Les cheveux tirés en une queue de cheval molle, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle serrait son manteau autour d'elle comme une armure. Mais ce n'était pas suffisant pour la protéger. Puis-je entrer, a-t-elle demandé, la voix si basse que je l'ai presque pas entendue par-dessus le bruit de la pluie sur la fenêtre du couloir. Je me suis écarté, la laissant entrer dans mon petit salon. Pendant un long moment, elle est restée là, fixant le sol comme si elle avait besoin de trouver du courage quelque part entre les carreaux éraflés. Et puis, c'est venu, les mots sont sortis d'elle par fragments. J'avais peur, a-t-elle dit. La voix craquelante. Je l'ai laissé tout contrôler. Il me disait quoi penser, quoi dire. Il me faisait croire que je ne serais rien sans lui. Et je l'ai laissé se retourner contre toi. Le poids de cela pressait ma poitrine. C'était la sœur avec qui j'avais grandi, celle que j'avais cru avoir perdue bien avant que Gérard ne vide mes comptes ou ne réécrive le testament de mon père. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle continuait. Je n'ai pas seulement perdu un mari, a-t-elle dit, s'effondrant sur le fauteuil comme si ses jambes cédaient. Je me suis perdu et je t'ai laissé me prendre aussi. Je suis tellement désolé. Je me suis assis en face d'elle, les mains serrées sur mes genoux. Ma première réaction a été la colère. La colère pour le silence, la complicité, la façon dont elle s'était tenue à ses côtés pendant que j'étais humilié devant notre famille. Mais en dessous, la tristesse tourbillonnait. Elle ne s'excusait pas seulement pour Gérard. Elle s'excusait pour chaque moment où elle n'avait pas été ma sœur quand j'avais le plus besoin d'elle. Tu aurais pu l'arrêter, ai-je dit finalement. Ma voix basse. Elle a hoché la tête, son menton tremblant. Je sais, et je regretterai ça toute ma vie. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La pluie continuait de frapper contre la fenêtre comme si elle marquait le temps de notre silence. Puis elle a sorti un dossier de son sac. Je ne veux aucune part de ce qu'il a pris, a-t-elle dit. Le pushing vers moi. Ma part de l'héritage. Je l'ai déjà signé. C'est à toi. Ça aurait dû être à toi depuis le début. C'était plus que ce que j'attendais. Plus que ce que je pensais qu'elle serait jamais prête à donner. Dans les semaines qui ont suivi, David et moi avons travaillé sans relâche pour reprendre le contrôle de mes comptes. Avec son aide. Les banques ont annulé les transferts frauduleux, et le processus juridique a commencé à restaurer ce qui avait été volé. Pas seulement mon argent, mais ma place dans l'héritage de mon père. Sophie est restée impliquée, discrètement, cédant sa part de l'héritage falsifié. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec la maison, l'héritage, ou les restes de la corruption de Gérard. Et puis, un samedi matin vif, je suis retourné à la maison du lac de Nantois. C'était différent sans lui. Plus calme, plus léger. Les murs ne bourdonnaient plus du contrôle de Gérard. Au lieu de cela, ils semblaient à nouveau les miens. J'ai passé la journée à repeindre des plinthes éraflées, à réparer des charnières cassées, à restaurer ce qui avait été négligé. Chaque coup de pinceau, chaque clou martelé en place, donnait l'impression de retrouver une partie de moi-même que je pensais perdue. Émile est venu avec moi, toujours en convalescence. Mais assez fort pour explorer. Il a erré dans les couloirs, ses petits pieds résonnant sur le parquet. S'arrêtant de temps en temps pour jeter un coup d'œil dans les pièces comme s'il les rencontrait pour la première fois. Avant de partir, j'ai posé son ours bleu. Celui que j'avais vu dans la voiture lors de mon moment le plus sombre, sur la cheminée du salon. Il paraissait petit contre l'étagère l'argent bois, mais cela signifiait tout. Ce n'était pas juste un jouet. C'était un rappel de pourquoi je m'étais battu,
Pourquoi je n'avais pas disparu quand le désespoir m'avait presque englouti? Alors que je me tenais là avec la main d'Émile dans la mienne, la lumière du soleil filtrant par les grandes fenêtres de la maison du lac de Nantois. J'ai ressenti une paix que je ne connaissais pas depuis des années. Ils ont essayé de m'effacer, ai-je murmuré, pas à quelqu'un en particulier. Mais je suis toujours là. Et cette fois personne ne prend rien à ma famille. La justice, me suis-je rendu compte, ne rugit pas toujours dans les tribunaux ni ne fait la une des journaux. Parfois, c'est silencieux. Un document signé qui restaure ce qui vous appartient. Une porte réparée dans une maison autrefois volée. Une sœur qui pleure ses regrets dans votre salon. Parfois, la justice n'est pas forte. C'est un ours bleu sur une cheminée et un sourire ensoleillé au soleil.